Bon, bah, le temps qu'on présente un peu les parties, on va commencer. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour vous parler un petit peu des contrôles URSSAF, comment bien les anticiper, parce qu'on a constaté, au sein du service, social qu'il y avait une recrudescence de contrôles URSSAF, en ce milieu d'année. Donc, on s'est dit qu'un petit webinaire là-dessus, serait, intéressant pour vous. Donc, le sommaire, dans un premier temps, on va voir un petit peu les étapes du contrôle avec un petit schéma qui va vous expliquer comment fonctionne le contrôle URSSAF, un petit focus sur les principaux motifs de redressement et un troisième point sur les moyens mis à votre disposition du coup pour éviter ou prévenir les contrôles URSSAF. Donc, concernant les étapes du contrôle URSSAF, dans un premier temps, vous avez peut-être déjà reçu un avis de passage qui liste les documents qui sont à fournir. Et après, dans un délai de 30 jours, il y a le contrôle URSSAF qui se fait soit sur place, soit sur pièce. À la fin du contrôle, il y a l'inspecteur qui vous propose un entretien de restitution, donc par téléphone, pour vous faire un petit point sur ce qu'il a constaté des suites du contrôle. Ensuite, il envoie la lettre d'observation. Donc, dans ces cas-là, il y a un vrai formalisme à respecter pour l'URSSAF. Et très souvent, enfin, ou en tout cas souvent, on peut constater qu'il y a des problèmes au niveau de la forme de l'envoi de ces lettres. Et donc, c'est possible de contester le redressement URSSAF. Donc, après, l'employeur a un délai de 30 à 60 jours. L'employeur peut, normalement, c'est 30 jours, mais l'employeur peut demander un report du délai de 30 jours supplémentaires. Et ensuite, soit vous contestez la lettre d'observation, soit vous ne la contestez pas. Et dans ce cas-là, s'il y a un redressement, l'URSSAF envoie la mise en demeure. S'il y a un solde de créditeur, il y a une notification de crédit, ça arrive. Et parfois, il y a simplement des observations pour l'avenir pour lesquelles du coup, l'employeur doit faire des modifications. Donc, dans ce cas-là, il y a acceptation du redressement et des sommes à payer. Si vous contestez, donc déjà bien prévenir le service social pour qu'on puisse vous accompagner dans cette contestation. Il faut faire un courrier auprès de l'URSSAF et l'URSSAF doit nous répondre à ce courrier. Donc, soit il confirme les redressements, le solde créditeur ou les observations. Si, malgré tout, vous souhaitez contester encore le redressement, vous avez 2 mois pour saisir la commission de recours amiable, qui derrière a 2 mois pour annuler le redressement URSSAF ou prendre une décision de rejet ou pas de réponse sous les 2 mois. Donc, si pas de réponse, il y a la saisine, vous pouvez saisir directement le tribunal judiciaire. Et en cas de décision de rejet, il y a 2 solutions. Soit vous n'êtes pas d'accord et du coup, vous saisissez le tribunal judiciaire, soit vous acceptez le redressement et les sommes à payer. Voilà un petit peu. Donc après, ça, c'est vraiment au cas par cas, en fonction des envois de la lettre d'observation et du formalisme de ces lettres. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Donc après avoir fait un petit point sur la procédure en cas de contrôle URSSAF, on voulait vous faire un petit focus sur les sujets à la mode, entre guillemets, des contrôleurs URSSAF, donc ceux sur lesquels on voulait attirer votre attention. Et on va commencer par les avantages en nature et les frais professionnels. Donc concernant les avantages en nature, donc là ici on vous parle plutôt du côté de la sécurité sociale, parce qu'il y a aussi plein de règles en matière de droit du travail quand on alloue un avantage en nature aux salariés. Mais ici, voilà, on se concentre plutôt sur le volet sécurité sociale, contrôle URSSAF. Donc, un avantage en nature, c'est quoi? C'est la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, donc soit gratuite, soit à un prix réduit, qui permet aux salariés de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, en fait, qui aurait dû être de son ressort au niveau personnel. Donc, ces avantages en nature, ils doivent être évalués, donc soit par le biais d'une évaluation forfaitaire, donc ça, c'est la valeur minimale. On ne peut pas évaluer un avantage en nature en dessous de cette évaluation forfaitaire, ou soit en fonction de leur valeur réelle. Donc, c'est sur la base de l'économie réalisée par le salarié qui en a bénéficié. Donc, des avantages en nature, on en a de tout type. Ça peut être le logement, la nourriture, le véhicule. C'est vrai que l'avantage en nature, voiture de fonction, c'est un peu celui qu'on voit au quotidien.
Mais voilà, il y en a vraiment de plein de sortes. En fait, du moment que l'employeur alloue un avantage à son salarié en nature, il doit être soumis à cotisation et du coup, ça aura le caractère d'avantage en nature. Donc la liste, elle est pas exhaustive. On a des exceptions qui vont être des tolérances de l'URSSAF dans lesquelles on aura un avantage alloué par l'employeur, du coup qui remplit toutes les conditions pour être qualifié d'avantage en nature, mais pour autant, il ne sera pas considéré comme un avantage en nature grâce à une tolérance de l'URSSAF. Par exemple, c'est quand une entreprise décide de fournir à ses salariés des produits de l'entreprise avec une réduction de prix inférieure ou égale à 30%. Donc, quand on sera dans ce cas précis, ça ne constituera pas un avantage en nature. Donc, attention quand même si vous pratiquez cela, parce que étant donné qu'on a une tolérance de l'URSSAF, ça veut dire qu'on ne payera pas de cotisation. Donc, c'est un peu une brèche dans laquelle le contrôleur URSSAF peut entrer. Il faudra bien prouver les prix qui ont été pratiqués aux salariés dans la vente de ces produits, avoir une liste des salariés qui en ont bénéficié. Voilà, vraiment avoir un détail de tout ce qui a été pratiqué, parce que si vous pouvez pas justifier ça, vous aurez un redressement et ce sera considéré pas comme un avantage en nature par le contrôleur. Donc bien être vigilant. On a aussi une autre exception, c'est si l'employeur met à disposition de ses salariés une borne de recharge de véhicules divers, donc hybrides, électriques. Et l'URSSAF considère que c'est un avantage en nature qui est évalué à 0 €. Donc en fait, que l'employeur n'a pas à payer de cotisation dessus. Attention quand même, c'est aussi une tolérance qui n'est pas pérenne. Elle s'applique pour l'instant, mais on ne sait pas ce qui en adviendra dans les années à venir. Pour l'instant, c'est vraiment pour booster l'achat de véhicules électriques. Donc voilà, si dans quelques années, les véhicules électriques deviennent la norme, on peut bien imaginer que les contrôleurs URSSAF passeront pas à côté de l'opportunité de récupérer des cotisations sociales sur la mise à disposition de ces banques. Donc voilà pour les avantages en nature, du coup, qu'on peut mettre en miroir avec les frais professionnels. Donc, à l'inverse des avantages en nature, les frais pro, c'est des frais qui sont engagés par le salarié, mais qui sont inhérents à l'exercice de son activité professionnelle. Alors qu'un avantage en nature, c'est une somme qui aurait été engagée par le salarié, mais dans le cadre de sa vie personnelle. Ici, ce n'est pas le cas, c'est vraiment quand le salarié engage des frais dans le cadre de son métier. Donc, ces frais doivent être remboursés par l'employeur. Il y a une obligation générale de remboursement des frais exposés par le salarié. Pareil, on a plusieurs possibilités de remboursement, de prise en charge par l'employeur. Donc, dans un premier temps, l'employeur, il peut rembourser son salarié sur les frais qui sont réellement engagés, donc avec des justificatifs à l'appui. C'est ce que vous connaissez bien par le biais de notes de frais, où on demande au salarié de faire sa note de frais et de l'accompagner de justificatifs comme des billets de train, des tickets de parking. Et sinon, l'employeur, il peut choisir la simplicité, parce que c'est beaucoup plus simple d'un point de vue administratif. Il peut verser une indemnité forfaitaire. Et donc là, s'il opte pour cette possibilité, on aura des limites de forfait qui seront fixées par l'URSSAF. Donc, si l'employeur verse une allocation dans la limite du forfait fixé par l'URSSAF, il n'aura pas à fournir de justificatif. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et par contre, c'est s'il dépasse ces forfaits qu'on retombera sur la même logique de devoir produire des justificatifs. Donc là aussi, on a quelques exceptions. Comme je vous disais, un frais professionnel, c'est une dépense qui est engagée par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Si un salarié prend une contravention en allant par un commercial qui part de chez un client pour aller chez un autre client et qui se fait flasher un radar qui reçoit une contravention, si l'employeur prend en charge le montant de la contravention, ce sera un avantage en nature qui devra être soumis à cotisation. Alors même qu'on peut se dire, bah oui, mais attendez, c'était pendant mon activité professionnelle, donc c'est pas à moi de la payer. Et là, si on nous dit bien que si l'employeur fait ça, c'est un avantage qu'il alloue au salarié qui doit donc être soumis à cotisation sociale.
Oui, du coup, dans ce cas, l'employeur il a l'obligation de dénoncer le salarié qui conduisait la voiture à ce moment-là. Après, il faut faire les démarches sur Internet, c'est bien expliqué. Petit point, du coup, sur les DUE mutuelles et prévoyance, donc DUE, décision unilatérale de l'employeur. Actuellement, les contrôleurs URSSAF font une grosse vérification sur ces décisions unilatérales de l'employeur lorsque elles sont obligatoires, car facilement redressables. Donc la prévoyance et la mutuelle, ce sont des mécanismes de protection sociale complémentaires qui impliquent du coup le paiement de cotisations sociales. Il y a une circulaire du 29 décembre 2015 qui a apporté des précisions, notamment sur ce que les contrôleurs vérifient sur ce point-là. Donc, dans un premier temps, ils vérifient le caractère collectif et obligatoire des mutuelles et prévoyances. Donc, c'est-à-dire caractère collectif que ça s'applique aux salariés de l'entreprise, donc à toute l'entreprise, et obligatoire, du coup, que les salariés ne peuvent normalement pas y déroger, sauf cas particulier. Les catégories objectives de salariés, donc ça fait un petit moment déjà que c'est mis en valeur. Il y a une tolérance du coup de l'URSSAF il y a une tolérance du coup de l'URSSAF jusqu'au 31 décembre 2024. Et à partir du 1er janvier 2025, il faut que toutes les DUE mutuelles et prévoyances soient mises à jour sur ce point-là. Donc, les catégories objectives de salariés sont des catégories très particulières qui disent bien que la notion de non-cadre et cadre n'est plus valable en fait. Donc, il faut que ça relève de l'ANI de telle année. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier dont les mutuelles et les prévoyances ne sont pas toujours bien à jour, donc pas hésiter à nous solliciter. Et du coup, il faut faire aussi, ils vérifient les contrôleurs URSSAF les cas de dispense, les dispenses d'affiliation des salariés. Donc, il faut toujours bien avoir le justificatif parce que du coup, c'est un vrai manque à gagner pour l'URSSAF, les salariés qui ne sont pas affiliés aux mutuelles et prévoyances. Et du coup, pareil, l'information faite aux salariés, l'ADE plus la fiche d'émargement qui vous seront demandées. Je vais juste vérifier le chat. Oui, Stéphanie. Oui, pour avoir le support de présentation, envoyez-nous un mail et on vous le transmettra. Alors, on a une question. La participation sur les frais des abonnements de cars sont-ils considérés en avantage en nature? Alors non, car l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50% des abonnements de transport public collectif. Et du coup, c'est pas soumis à cotisation, cette participation. On a même là une tolérance. On peut aller jusqu'à 75% de la prise en charge, qui sera aussi exonérée de cotisation. Pour l'instant, c'est jusqu'à la fin de l'année 2024, donc à voir si ce sera prorogé. Donc, du coup, pour réduire le redressement URSSAF, éviter tout redressement, l'ADUE doit donc prévoir les cas informés précédemment, donc le caractère objectif et collectif et obligatoire, les catégories objectives, les cas de dispense d'affiliation des salariés et le maintien ou non de la cotisation en cas de suspension du contrat de travail, plus l'information faite aux salariés. On a parlé beaucoup de la prévoyance et de la mutuelle, mais il en est de même pour les contrats de retraite supplémentaire. À ne pas confondre avec la retraite complémentaire, qui est la retraite classique, mais certaines entreprises mettent en place des contrats de retraite supplémentaires qui permettent du coup aux salariés, en cas de départ en retraite, de bénéficier de sommes en plus. Donc les risques, c'est un redressement URSSAF s'il n'y a pas de DE sur le montant global des cotisations dues sur les contributions versées par l'employeur. Donc il y a un redressement du coup sur les cotisations employeurs, mais également sur les cotisations salariales. Donc, tout est soumis à cotisation. Et même, on a eu en exemple l'absence de production d'un cas de dispense d'un salarié peut conduire à la remise en cause du régime social de faveur de l'ensemble des contributions patronales finançant le régime. Donc, s'il vous manque vraiment un justificatif de dispense d'un salarié seulement, en général, le contrôleur peut vous redresser sur la totalité des sommes. Donc, ça peut vite chiffrer.
Un petit point maintenant sur les dispositifs d'allègement de charges patronales. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça, c'est vraiment un sujet paye. Donc, en cas de contrôle, ça, pas hésiter à voir avec le gestionnaire de paye pour rechecker tous les salariés de votre entreprise qui sont concernés par ces allègements pour vérifier si on est bon et si on a tous les justificatifs. Donc, le dispositif principal qu'on connaît, c'est la réduction générale des cotisations patronales, qu'on connaît mieux sous le nom de réduction Fillon, donc qui permet à l'employeur de réduire le montant de ses cotisations patronales et qui s'applique aux salaires les plus bas. Donc, c'est les salaires qui n'excèdent pas 2 827,07 € exactement par mois. Donc, on rappelle que cette réduction générale, elle peut être cumulée avec d'autres allègements, notamment la déduction patronale des heures sup, également la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, et du coup, tous les autres qui sont listés ici. Et du coup, un petit rappel, quand on vérifie que le salaire est potentiellement concerné par cet allègement de charges patronales, on doit bien mettre tous les éléments de rémunération en espèces ou en nature. Par exemple, si on a un salarié qui a un véhicule de fonction, on ne va pas se contenter de regarder son salaire de base sur l'année, mais il faudra bien ajouter le montant évalué de l'avantage en nature véhicule. Ça, ce sera vraiment regardé par les contrôleurs URSSAF. Donc, du coup, en cas de contrôle, comme je vous le disais, il faut bien avoir les justificatifs, la vérification des bases de calcul. Donc, si on a bien les bonnes assiettes de rémunération pour vérifier le plafond, les coefficients, quelles heures ont été prises en compte ou non. Donc ça, tout ce travail, voilà, bien checker avec la personne qui fait les payes dans votre entreprise ou si vous externalisez chez nous avec votre gestionnaire de paye. Et puis pareil, je suis en train de penser, parce que là, du coup, il y a pas mal de contrôles qui se font. Voilà, en général, en cas de contrôle URSSAF, si on n'a pas les documents ou si la question du contrôleur, on ne sait pas bien comment répondre, souvent quand même, ils essayent de piéger un petit peu les employeurs pour que vous puissiez, vous, en tout cas, vous libérer de plein d'informations. Donc surtout, le plus important, c'est de ne pas trop en dire et de leur dire que vous avez pris note de sa demande, que vous allez regarder et que vous reviendrez vers lui par la suite. Il n'y a pas d'obligation à fournir les documents tout de suite si, en tout cas, vous savez que vous ne les avez pas. Voilà, plutôt faire la personne qui n'est pas au courant et revenir par la suite ou en disant que vous reviendrez vers le service social pour qu'ils vous fournissent les documents. Donc pareil, là, les contrôleurs URSSAF vérifient beaucoup les montants des cotisations sociales qui sont en lien avec l'effectif de la société. Donc toujours bien surveiller année par année, en fin d'année, du coup, vos effectifs, car en fonction, du coup, vous êtes redevable de certaines cotisations, donc notamment du FNAL, qui est là pour financer l'aide au logement, et son taux diffère selon l'effectif de l'entreprise. Donc attention, il y a eu le seuil d'effectif qui a été revu à la hausse et qui est passé de 20 salariés à 50 à partir du 1er janvier 2020. Donc bien revérifier sur vos fiches de paye et dans vos logiciels ce qu'il en est. Ouais, parce que c'est un peu complexe, les règles d'effectif. Quand on passe un seuil, il y a des règles de lissage pendant 5 ans. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus parce que des fois, vous pouvez payer des cotisations alors qu'en fait, vous n'y êtes pas, soumis. Et c'est pour ça que oui, en effet, il y a parfois des remboursements de cotisations en cas de contrôle. Donc, c'est pas toujours. Ça peut marcher dans les deux sens, c'est ça. Donc, un exemple, si vous êtes redevable du FNAL à 0,50% et que votre effectif passe sous le seuil des 50 salariés, vous cesserez d'appliquer cette contribution sur la totalité des rémunérations et vous appliquerez par la suite les 0,10% sur les rémunérations dans la limite du plafond de la sécurité sociale dès le 1er janvier de l'année qui suit le changement d'effectif. Et pareil, si vous atteignez ou dépassez à nouveau le seuil, vous pourrez bénéficier justement de ce que disait Charlotte, du dispositif d'atténuation. Alors, il y a en effet, il y a un autre versement, donc c'est le versement mobilité qui est là pour financer les transports en commun. Donc, c'est une contribution patronale qui est versée par toutes les entreprises qui emploient au moins 11 salariés dans chaque zone concernée.
Le taux de versement, donc, il varie en fonction de la taille de la commune et dans certaines limites. Donc, c'est un point vraiment à vérifier parce que ça, le contrôleur URSSAF sait que c'est pas très suivi par les sociétés et il s'y attarde quand même assez souvent. Et un point d'attention particulier pour les sociétés dans le transport routier, quand vous avez des salariés qui font des transports sur plusieurs communes, il y a des choses particulières à mettre en place, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Ouais, il y a vraiment des règles spécifiques avec les zones, si un salarié est pendant 3 mois là-bas, si un salarié est tout le temps en télétravail dans une région haute, enfin, il y a vraiment plein de règles liées à ça, donc il faut être vigilant, surtout si vous êtes un peu entre deux pour les seuils, quoi. Oui. Et puis pas hésiter, quand vous recevez la lettre d'observation de l'URSSAF, de nous solliciter parce que parfois même les contrôleurs, c'est pas toujours juste ce qu'ils font comme remarque, donc on peut quand même réduire le montant des redressements s'il y a des redressements. Donc pas hésiter à bien nous les communiquer et à bien rester toujours en relation avec le service social. Parce que les contrôleurs URSSAF, ils ont des matrices en gros sur tel ou tel sujet. Et moi, j'avais eu un cas, par exemple, en fait, où le contrôleur avait pas la version à jour du bulletin de la sécurité sociale. Donc, en fait, il avait redressé la société sur quelque chose qui n'était plus à jour. Donc, c'est puis en général c'est des règles assez complexes. Vous, en lisant la lettre d'observation, vous n'allez pas forcément vous dire que. Et on part du principe que le contrôleur normalement est à jour de. Donc ouais, vraiment, faut pas hésiter. Et même avec les mandataires sociaux, au niveau des effectifs, c'est très souvent erroné. Donc pas hésiter à nous écrire ou nous appeler. Et il y a un dernier point, donc c'est sur le forfait social à 8%, donc sur la prévoyance. Donc ça concerne seulement les employeurs de 11 salariés et plus qui sont redevables de ce forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire, y compris frais de santé, versés au bénéfice des salariés. Donc un petit rappel, il y a un franchissement de seuil qui est constaté sur la base de l'effectif annuel moyen calculé sur l'année N-1 et qui ne produira d'effet qu'au 1er janvier N+5, donc 5 ans après, à condition que l'entreprise, entre-temps, ne repasse pas sous le seuil de 11 salariés. Voilà. Et enfin, pour finir sur ce focus sur les sujets à la mode des redressements, on a des nouveaux sujets des nouveaux dispositifs qui existent depuis pas très longtemps. Donc, on n'a pas trop de recul encore sur d'éventuels contrôles URSSAF. C'est vrai que sur des sujets, ça peut vraiment nous aider d'avoir eu déjà des contrôles, de savoir comment se positionnent les contrôleurs, s'ils sont plutôt sévères ou non. Et quand on a des nouveaux sujets, c'est plus compliqué d'avoir ce recul. Donc voilà, nous on peut pas vous dire habituellement les contrôleurs ils redressent sur ça. Donc on attire quand même votre vigilance sur ces dispositifs en étant un peu le plus en sécurisant au mieux pour être bien carré si au cas où le contrôleur est vraiment pointilleux sur ce sujet. Donc notamment on a la prime de partage de la valeur qui s'appelait anciennement la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. C'est son ancien nom et on peut encore être contrôlé sur la PEPA, ancien dispositif, parce qu'elle a pris fin en juin 2022. Donc, on peut encore avoir des redressements sur ce dispositif. Donc, on vous rappelle ça, on vous martèle avec ça depuis que le dispositif existe, que pour mettre en place cette prime de partage de la valeur, il faut une DUE ou un accord d'entreprise. C'est la contrepartie pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Si on n'a pas ce document, on risque un redressement en cas de contrôle. Donc, si vous êtes contrôlé et que vous avez mis en place la PPV ou la PEPA en 2022, vous devrez pouvoir produire au contrôleur la décision unilatérale ou l'accord si vous avez fait un accord. Il faut bien aussi faire émarger les salariés pour bien attester qu'ils ont pris connaissance de cette DUE. Ça, c'est une obligation également. On ne se contente pas de signer la DUE et de l'afficher. Voilà, il faut une liste d'émargement à côté où on indique bien que les salariés en ont pris connaissance, on les fait signer. Pareil, s'il y a un CSE, il faut consulter le CSE, donc bien garder le procès-verbal de la réunion ou l'info qui a été faite au CSE. Et si on a appliqué des critères de modulation de la prime et qu'on n'a pas versé la même chose à tout le monde, il faut bien pouvoir justifier des montants qui ont été versés, de comment ont été calculées les différentes primes.
pour bien que le contrôleur puisse vérifier que ce n'est pas des montants arbitraires. Bon, comme beaucoup de choses, hein, en cas de contrôle URSSAF, il faut pouvoir justifier de ce qu'on a fait. Donc vraiment, si vous avez mis en place cette prime sur les dernières années, eh ben, bien pouvoir justifier de tout ça. Et du coup, les risques, si on ne peut pas produire ça, ou alors qu'on n'a pas appliqué le dispositif conformément à la réglementation, ce qu'on nous dit dans les textes, parce que là encore, on n'a pas trop d'antécédents, ce qu'on nous dit, c'est que dans un premier temps, les employeurs seront invités à régulariser la situation. Par exemple, on a exclu un salarié du versement alors qu'on n'avait pas le droit. On va nous dire, ben, versez cette prime aux salariés, payez vos cotisations si on avait. S'il dépassait les seuils, ou juste ben voilà, verser la prime au salarié qu'il n'a pas eu, et on considérera que c'est OK, il n'y aura pas de redressement. Donc voilà, les textes, les circulaires nous montrent quand même qu'il y aurait, parce qu'on n'a pas trop de recul, une certaine indulgence des contrôleurs sur la PPV. C'est vrai que nous, sur les contrôles qu'on a eus, on n'a pas eu de redressement pour l'instant sur la PPV. Donc voilà, ça va un peu dans le sens de ce qu'on a lu dans les textes, avec une certaine indulgence. Attention quand même, bien sûr, à ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, ce qu'on vient de nous dire également dans les textes, c'est que le redressement sera réduit à hauteur des cotisations sociales dues sur les sommes qui n'ont pas été versées aux salariés, ou alors sur les trop versés qu'il y a eu. Voilà, on n'aura pas un redressement, on n'aura pas un redressement sur la totalité des sommes qui auront été versées. C'est pas l'esprit, en tout cas, de ce qu'on a lu, c'est pas les instructions qui ont été données aux contrôleurs pour mener ces contrôles. Ensuite, donc, et bah, du coup, dernier petit point, c'est sur les moyens pour éviter et prévenir les redressements URSSAF. Donc, il est quand même mis à disposition certains moyens pour vous aider, en tout cas dans la pratique quotidienne de la mise en place des fiches de paye. Donc, l'intérêt, il y a le rescrit social, pardon. Donc, il vous permet d'interroger l'URSSAF sur l'application précise de la législation relative aux cotisations et aux contributions sociales qui sont contrôlées par l'URSSAF. Donc, comme on a pu le voir, le FNAL, le versement mobilité, notamment les transporteurs qui ont des questionnements sur comment appliquer le versement mobilité. Donc, pas hésiter à abuser, en tout cas, du rescrit social. Enfin, pas que, mais en partie. C'est vrai qu'il est très peu utilisé. Il est très peu connu et utilisé. Et c'est dommage parce que c'est un vrai moyen de vous prémunir de tout redressement URSSAF, en tout cas. Donc, il doit être transmis par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de réception et comporter certaines mentions comme le numéro SIRET, le nom de la société, le numéro URSSAF, enfin, des choses un peu classiques. Donc, s'il y a une réponse donnée par l'URSSAF, elle est opposable à l'ensemble des organismes de recouvrement, tant que la législation ou la situation décrite dans votre demande n'a pas été modifiée. S'il n'y a pas de réponse, parce que ça peut arriver, à l'issue du délai de 3 mois, l'URSSAF ne peut pas vous redresser sur les cotisations faisant l'objet de votre demande. Donc, ça vous quand même protège d'un futur contrôle URSSAF. Donc, l'intérêt, en effet, c'est l'impossibilité de redressement jusqu'à la décision explicite de l'URSSAF sur la période entre la date à laquelle la réponse aurait dû être faite et la date à laquelle l'organisme s'est prononcé. Ça vaut pour l'organisme saisi, par exemple l'URSSAF, Pôle emploi, on peut faire des rescrits auprès de Pôle emploi, et tout autre organisme de recouvrement dont la société est affiliée, et vaut du coup pour les entreprises du groupe si le rescrit concerne le groupe. Donc en effet, dans le rescrit, il y a une partie où on indique bien quelle société ça concerne, si ça concerne le groupe ou que certains établissements. Voilà. Il existe aussi le droit à l'erreur depuis pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est le droit à l'erreur? C'est une notion en fait qui permet aux employeurs de régulariser leur erreur sans risquer une sanction, par exemple un redressement URSSAF. Le droit à l'erreur, il a été mis en place en 2019 et c'est vraiment un droit général des administrés. Donc, c'est pas juste pour les employeurs envers l'URSSAF, c'est vraiment pour tous les administrés envers les administrations. Donc, ça peut s'appliquer avec la CAF, avec les impôts, avec France Travail. Voilà, c'est un principe général qui a été mis en œuvre par une loi en 2019. Donc, pour solliciter ce droit à l'erreur, il y a 3 conditions à respecter.
Il faut ignorer la règle sur laquelle vous avez fait une erreur ou bien l'avoir faite pour la première fois. Il faut régulariser sa situation de sa propre initiative ou à l'administration de l'administration dans le délai qu'elle a indiqué. Et il faut être de bonne foi. Donc, comment ça se matérialise en cas de contrôle URSSAF? Donc, notre employeur contrôlé, il peut justifier, donc, dans le cadre de sa réponse à la lettre d'observation de l'URSSAF, avoir déjà corrigé, en fait, pendant le contrôle, les points sur lesquels, les points qui sont reprochés dans la lettre d'observation de l'URSSAF. Et du coup, comment il justifie ça? En montrant qu'il s'est bien acquitté des sommes qui étaient fixées dans la lettre. Et du coup, si on fait application du droit à l'erreur, ce sera à l'administration de prouver soit notre mauvaise foi, soit qu'on fraude, pour pouvoir rejeter en fait cette application du droit à l'erreur. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, quand vous regarderez à nouveau le support, de bien solliciter l'inspecteur qui vous contrôle lorsqu'il vous appelle pour faire un petit point sur comment s'est déroulé le contrôle, ce sur quoi il va potentiellement vous redresser ou sur ce qu'il a constaté durant le contrôle. Donc, pas hésiter à bien donner suite à cet appel parce que c'est important même pour le contrôleur de voir que vous êtes quand même de bonne foi et que vous n'avez pas fait ces choses-là volontairement. Oui, puis voilà, ça permet si l'employeur il dit moi là je peux régulariser tout de suite. Également. Voilà, ça peut arriver dans l'échange en évitant justement d'aller jusqu'à la lettre d'observation. Ces échanges informels qui peuvent être vraiment super intéressants, qu'on montre pas forcément dans la procédure, mais qui ont toute leur importance. Et puis du coup, donc le dernier moyen que vous connaissez sûrement tous, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale. C'est un peu la Bible, en tout cas la nôtre, qui est donc le site public présentant la doctrine de l'administration applicable en matière donc de cotisation et de contribution sociale. C'est une source qui est vraiment opposable en cas de contrôle URSSAF, donc c'est important de le savoir, mais qui est, ou en tout cas, qui est régulièrement mise à jour. Donc, si jamais vous vous appuyez sur cette source, bien faire un imprime écran avec la date apparente et le garder dans vos archives, parce qu'en cas de contrôle URSSAF, il vous sera demandé, si jamais il y a une mise à jour et que du coup, vous n'êtes plus à jour, quand vous avez vu cette information. Oui, parce que c'est pas forcément évident. On peut voir selon les dates de mise à jour, mais c'est quand même mieux d'avoir sur chaque point sur quoi on s'est basé. Parce que des fois, on se dit, mais je suis sûre de l'avoir lu ça il y a 3 semaines, et on retrouve pas. Et en fait, des fois, il y a des mentions qui sont supprimées. Donc, nous, on a de la documentation qui vient nous dire attention, changement sur tel ou tel sujet. Mais voilà, c'est vraiment pour sécuriser. Vous gardez votre petit imprime écran sur le sujet, et comme ça, on n'a pas à rechercher trop loin en cas de contrôle. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire sur cette petite présentation sur le contrôle URSSAF. Donc nous, au cabinet, comment on fonctionne? En fait, c'est le gestionnaire de paye qui réceptionne l'information du client selon laquelle il va être contrôlé et qui va s'occuper en fait de récupérer toutes les informations qui sont demandées, donc auprès de la compta, auprès de nous, et toutes les informations en paye. Et voilà, après, sur chaque sujet, quand c'est un sujet de prédilection plutôt comptable, plutôt paye, plutôt social, voilà, toute l'équipe travaille vraiment en synergie sur le contrôle pour qu'on puisse vraiment vous apporter au mieux notre assistance pendant le contrôle, du début du contrôle jusqu'à la fin, jusqu'à la contestation de la lettre d'observation URSSAF. Il y a une vraie expertise qu'on met à votre disposition. Donc vraiment, n'hésitez pas à solliciter votre interlocuteur privilégié au cabinet, qui ensuite redirigera vraiment au service concerné en fonction des sujets qui auront été abordés pendant le contrôle. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pas plus de questions. Donc voilà, on espère que cette présentation vous a plu. Oui. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez le support, on vous l'adressera. Et puis voilà, si vous avez des questions complémentaires, là c'était une présentation très, très générale. Après, il y a plein de sujets.
Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup Merci à à tous vous. pour votre attention. Bon appétit. Bon appétit. À bientôt. Au revoir. Au revoir.